Alors, écoutez, on a un deuxième cadeau à vous offrir. Il y a une personne qui est extrêmement humble. À chaque fois que je lui donne des compliments, elle devient rouge, puis elle est mal à l'aise un petit peu, mais je n'hésite jamais à lui rendre hommage. C'est notre présidente, Diane Dubeau, qui est une personne, une femme extraordinaire, qui est une grande experte de la paternité au Québec depuis 30 ans. Et en plus, il y a un investissement absolument remarquable pour justement prendre soin des gens du milieu communautaire. On pense au RVP, on pense à Relais Père, on pense à Pères séparés, on pense au réseau des maisons d'hygiène. Donc, c'est vraiment une personne qui prend vraiment soin de nous, qui nous accompagne et qui est d'une humilité absolument remarquable. Elle prend vraiment soin de nous, on l'aime vraiment beaucoup. Alors, Diane Dubeau, qui va nous parler, dans le fond, du parcours, des trajectoires des pères en période de séparation, de leur rapport avec les services, pour, dans le fond, nous donner des informations pour nous aider à prendre un peu mieux soin d'eux. Alors, la parole est à toi, Diane. Merci beaucoup, Raymond. Quelle émotion en ce début de journée. Et un grand merci, Jean-Pierre, d'avoir débuté cette journée en prenant soin de nous avec ces belles images, avec ces bons mots, cette diversité du prendre soin. Je pense qu'il faut prendre soin de nous si, en retour, on veut prendre soin des pères et mieux les soutenir. Alors, merci, ça nous fait du bien d'entendre ces belles paroles et ces belles images puis histoires que tu racontes très bien. Un petit Fred Pellerin en toi. Donc, moi, j'ai le plaisir aujourd'hui, en débutant cette super conférence, de prendre soin de vous. J'ai décidé d'alimenter votre curiosité intellectuelle par la présentation de résultats d'une étude, une première au Québec, qui porte sur les familles ayant vécu une séparation et une recomposition parentale. Alors, c'est une étude, une enquête longitudinale qui est menée au Québec. C'est des résultats qui sont préliminaires. C'est une première. Alors, je trouvais intéressant de pouvoir partager avec vous, puis titiller un peu votre curiosité sur ces premiers résultats-là. Alors, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être devant vous, mais voyez derrière moi, au-delà de cette plante verte, voyez de nombreux visages, des personnes qui ont travaillé très fort à l'élaboration de cette présentation-là. Je pense en particulier à ma collègue Tamara Pierce de l'Université Laval, une expertise en quantitatif là, qui est importante pour maîtriser tout ce jargon statistique. Et toujours une interprétation des résultats qui est toujours éclairée. Je pense entre autres aussi à Carl Larouche, qui est un étudiant au doctorat à l'Université Laval, qui a jonglé avec cette banque de données-là. Vous allez voir l'ampleur de cette collecte de données-là. Alors, merci, Carl. On a un autre doctorant, Frédéric Lavoie, qui est de l'Université d'Ottawa, qui, lui, a travaillé très fort sur les recensions d'écrits en lien avec tout ce qui est les services offerts aux pères qui vivent une séparation conjugale et l'adaptation psychosociale de ces pères-là. Alors, merci Frédéric. Et on a aussi Raymond, qui est un des partenaires et précieux collaborateurs de cette équipe-là de recherche qui nous a accompagnés avec sa vision toujours, elle aussi éclairée, des enjeux qui sont associés à la paternité et au contexte de séparation. Alors, ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est quelques mots sur l'enquête, vous dire qu'est-ce que c'est cette enquête-là, c'est quoi les caractéristiques sur lesquelles nous, on s'est centré, qu'on a analysé, et, comme le mentionnait Jean-Pierre, de donner la parole aux pères. Qu'est-ce qu'ils nous disent à partir de cette enquête-là sur leur connaissance et utilisation des services psychosociaux et psychojuridiques, les caractéristiques qui sont associées à l'utilisation ou pas des services, qui sont les pères qui ont participé à l'enquête, l'exploration des obstacles qu'ils ont pu rencontrer à l'utilisation des services et si ces services-là ont répondu à leurs besoins et lesquels de ces besoins-là, et terminer par une brève synthèse de ces résultats-là. Pourquoi s'intéresser aux services plutôt qu'à toute autre question qui sont liées à la séparation conjugale? Je pense que si on fait un survol rapide de ce qu'on en sait de parce que les études ont été
les études qui ont été réalisées, ce que ça nous dit, dans le fond, c'est que la séparation, c'est un phénomène qui est quand même important, qui touche près de 35 de nos familles ayant des enfants. Donc, ce n'est pas banal en soi. De façon générale, à partir de l'ensemble des résultats qu'on a, on sait que dans la majorité des cas, ça se vit somme toute assez bien, malgré que c'est jamais une situation qui est facile. On a un contexte qui est un petit peu plus difficile pour à peu près 30 des familles qui vivent une séparation, et c'est autour de 10 où ces séparations-là, elles deviennent hautement conflictuelles. L'autre résultat qui sort de ces études-là, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé aux impacts de la séparation sur l'enfant et les caractéristiques particulières de cette séparation-là et ses impacts sur l'enfant. Mais on sait beaucoup moins sur l'expérience des parents dans ce processus-là de séparation et encore beaucoup moins sur le processus vécu par les pères. Ce qu'on en sait par quelques études plutôt qualitatives qui ont été menées auprès des pères, c'est que les pères composent moins bien avec le contexte de séparation conjugale que les mères pour un ensemble de raisons. Et que les stratégies qu'il va utiliser pour composer avec la détresse, le stress qu'il va vivre, ils sont souvent moins positifs. Et on sait très, très peu de choses sur les services qu'ils vont utiliser, s'ils en utilisent, et s'ils répondent à leurs besoins. D'où l'intérêt pour nous de faire cette présentation-là centrée sur les services. Donc, à partir des résultats de l'enquête, on pouvait aborder ce qu'on en sait maintenant au niveau des services. Donc, c'est des données inédites que je vous présente aujourd'hui et qui portent sur les pères du Québec. Si je vous donne quelques mots sur l'enquête, donc c'est une enquête longitudinale qui est menée auprès des familles séparées et recomposées du Québec. C'est une enquête qui est menée par une équipe de recherche et de partenaires, le CRSH Partenariat sur la séparation parentale et la recomposition familiale. Les personnes responsables de ce financement-là de 2,5 millions sur 7 ans, c'est Marie-Christine Saint-Jacques, une chercheure de l'Université Laval, et également, comme c'est une subvention en partenariat, donc on a une partenaire terrain qui est aussi responsable de ce financement-là, qui est Sylvie Lévesque de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. Alors, un regroupement de chercheurs, 30 chercheurs du Québec, mais aussi des États-Unis et de la France. Et on a également des partenaires terrains, dont le RVP, mais 16 partenaires également et des acteurs qui sont au niveau des différents ministères, ministère de la Santé, ministère de la Famille, ministère de la Justice. Donc, vraiment, c'est un regroupement qui est assez imposant. Et l'enquête, on parle de longitudinale, puisqu'elle se déroule sur, c'est un financement sur 7 ans, il y a 3 temps de mesure. Le premier temps de mesure a eu lieu en 2018-2019. Nous en sommes actuellement au 2e temps de mesure qui devrait se terminer. Et il y aura un 3e temps de mesure. On suit toujours ces mêmes parents-là, donc un 3e temps en 2023. Moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats préliminaires du temps 1. Lorsqu'on regarde, elle concerne qui sont les gens qui ont répondu à cette enquête-là? C'est 798 mères et 753 pères qui ont vécu une séparation depuis moins de 24 mois au 1er juin 2018 et qui ont au moins un enfant, ce qui est l'équivalent de 1551 répondants admissibles, qui est représentatif d'une population estimée de 56 000 parents séparés. C'est une enquête populationnelle, donc qui vise la représentativité des parents séparés. Alors, il y a 5 critères qui ont guidé cette représentativité-là, c'est-à-dire le genre, d'avoir des mères, des pères, les régions administratives, donc géographiques au niveau du Québec, la langue, le français, anglais, les groupes d'âge des parents, le statut socio-économique également des parents. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une enquête populationnelle représentative de 56 000 parents séparés. L'enquête, elle est plutôt costaud. C'est une enquête, lorsqu'on regarde le formulaire informatisé, c'est près de 56 pages pour le temps 1, qui porte sur 4 axes principaux.
Premier axe, c'est sur l'expérience des familles séparées. On va aller sonder, par exemple, les parents sur les caractéristiques de la séparation, sur la relation conjugale, la relation coparentale, l'adaptation de l'enfant suite à la séparation, l'adaptation de chacun des parents également. Donc, cette section principale qui concerne cet axe-là. L'axe 2 porte sur les services psychosociaux et psychojuridiques offerts. Donc, la connaissance et utilisation des services. Le troisième axe, c'est les droits et les politiques publiques. Et le quatrième axe, c'est les caractéristiques sociodémographiques. Lorsqu'on regarde, donc, on a quand je vous disais que c'est des données importantes pour le Québec au niveau de la séparation conjugale, on a les résultats de cette enquête-là au temps 1 qui nous présente des résultats quantitatifs. Mais de façon parallèle, nous, on réalise aussi actuellement une étude qui va faire le suivi de 40 études de cas de père sur une période de 3 ans. Sur leur adaptation psychosociale et leur trajectoire d'utilisation des services. Quelles sont les caractéristiques des pairs analysés? Donc, 3 caractéristiques, principalement au niveau des services, les caractéristiques sociodémographiques et les caractéristiques relationnelles et psychologiques. Rapidement, au niveau des services, on a les services psychosociaux. Donc, tout ce qui est soutien au niveau de la consultation, soit dans le réseau public, le réseau privé ou auprès des organismes communautaires, les ateliers, les groupes d'entraide et également les lignes d'aide téléphonique. Au niveau des services psychojuridiques, on regardait principalement la séance d'information sur la parentalité qui devrait être offerte avant la médiation familiale et les 3 services de médiation familiale gratuite, payante ou entièrement payante. Et ce qu'on allait voir au niveau de ces services-là, c'est la connaissance-utilisation des services, la satisfaction et la réponse aux besoins qu'ils ont reçus via ces services-là. Au niveau des caractéristiques sociodémographiques, on s'est intéressé à l'âge du père, aux revenus, par des items qui étaient présents dans l'enquête, mais on a aussi un pairage qui peut être fait avec le ministère du Revenu pour avoir une meilleure appréciation des dimensions socio-économiques. Mais ici, ce qu'on se sent, c'est plus tel que les parents l'ont mentionné dans l'enquête. Le niveau d'éducation du père et également le statut conjugal pré-séparation. Est-ce que c'était une union de fait ou les parents étaient mariés? Au niveau des caractéristiques psychologiques et sociales, 6 dimensions principales, la détresse psychologique, l'adaptation à la séparation, la qualité de la relation coparentale, la fréquence des conflits, la qualité de la relation avec l'enfant et les habitudes de consommation de drogue et d'alcool. Alors, rapidement, si on pense à ce que nous ont dit les pairs au niveau de leur connaissance et utilisation des services, ce que l'on voit, tout ce qui est en rouge, c'est lorsque les pères disaient ne pas connaître ces services-là. Les pères et les mères, donc vous avez les résultats pour les pères et pour les mères. Donc, en rouge, c'est ne connaît pas ces services-là. En jaune, on les connaît, mais ne les utilise pas. Et en vert, les utilise. Donc, de façon générale, qu'est-ce qu'on observe pour les services psychosociaux? Il y a une méconnaissance de façon assez générale pour les mères et pour les pères de ces services-là de consultation, les ateliers de groupe et lignes d'aide. Les mères auraient tendance à peut-être utiliser davantage, lorsqu'on regarde les encadrés verts, utiliser un petit peu plus que les pères et les pères à moins bien connaître que les mères les services qui y sont associés. Ceux qui sont un petit peu plus utilisés, on le voit à peu près par le quart de l'échantillon, ce sont la consultation d'un professionnel au privé. Lorsqu'on regarde, même si les pourcentages sont faibles, les ateliers groupes d'aide, on s'aperçoit, et là, il faut aller voir un petit peu plus à fond pour mieux comprendre, mais il semble y avoir, les pères semblent plus utiliser ces services-là que les mères, même si les pourcentages sont tout de même faibles. Lorsqu'on va voir les services psychojuridiques, donc la séance d'information, puis les différents services de médiation, on s'aperçoit que la séance d'information sur la parentalité, elle est plutôt méconnue des parents, à la fois des mères, des pères. Les services de médiation, eux, sont plus connus et le service de médiation gratuite est utilisé par près de 50% de l'échantillon, autant mère que père.
Lorsqu'on va voir maintenant quelles sont les caractéristiques qui sont associées au fait que le père va utiliser au moins un service comparativement au père qui n'utilise pas des services. Donc, lorsqu'on regarde les services psychosociaux, les seules caractéristiques qui permettent de distinguer ceux qui en utilisent de ceux qui n'en utilisent pas, c'est la fréquence des conflits et la qualité de la relation avec l'enfant. Donc, dans ces cas-là, on va voir que les pères vont utiliser davantage les services psychosociaux. Lorsqu'on regarde les services psychojuridiques, les seules caractéristiques, ce sont des caractéristiques sociodémographiques qui sont associées aux revenus et au niveau d'éducation du père. Qui sont les pères de l'enquête? Alors, on a voulu essayer d'aller tracer un portrait un peu pour savoir au niveau de leurs conditions, plus de santé, conditions psychologiques, pour voir quelles sont leurs caractéristiques. Et on s'est intéressé à 6 variables. Il y en a plusieurs autres. On s'est centré sur celle-là dans le cadre de nos analyses préliminaires, sur la détresse psychologique, sur la santé physique. On avait un item où ils devaient qualifier leur santé physique, leur habitude de consommation d'alcool et de cannabis, donc différentes gradations allant du plus extrême de 4 à 6 fois par semaine, satisfaction face à la vie, donc une échelle de cotation de 0 à 10, et adaptation face à la séparation. Et à partir de là, on a dichotomisé. On a fait ceux qui présentaient une bonne adaptation, des caractéristiques positives sur ces indices-là, de ceux qui présentaient des caractéristiques plutôt négatives. Et on a essayé par des analyses de classe latente, c'est un type d'analyse statistique qui nous permet de voir est-ce qu'on a des portraits, des profils de pairs dépendant du type de réponse qu'ils nous donnent. Et on est arrivé à identifier 3 profils types de pères. Le profil de père ayant une bonne condition de santé psychologique et physique, donc ici, qui présente peu de détresse psychologique, des bonnes conditions de santé physique, consommation d'alcool et de cannabis plus limitée, une bonne satisfaction par rapport à la vie, puis une bonne adaptation par rapport à la séparation. Alors, ça représentait près de 73 de l'échantillon qu'on avait, c'est-à-dire 573 pères. Donc, ce qui était le profil le plus fréquent. On avait un profil de père qui présentait une détresse modérée. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, on a quelques indices, on a plus de pères qui présentent des indices de détresse un petit peu plus élevés, au niveau de la santé physique aussi. Les habitudes de consommation qui sont plus fréquentes chez ce groupe de pères-là et une moindre adaptation vis-à-vis la vie ou par rapport à la séparation. Et ultimement, le dernier profil qui ressortait, c'est un profil qu'on a qualifié, nous, de détresse élevée, qui regroupe à peu près 11 de l'échantillon, soit 84 pairs, où là, on voit des profils où ça va moins bien au niveau. On a une présence davantage de détresse psychologique, des moins bonnes caractéristiques de santé physique, pas nécessairement au niveau de la consommation, mais on voit que la satisfaction par rapport à la vie est beaucoup plus faible et l'adaptation à la séparation est beaucoup plus difficile. Alors là, ce qu'on va voir chez ces profils de pères-là, est-ce qu'ils se distinguent des profils de pères qui ont une bonne condition de santé physique et psychologique? Qu'est-ce qui distingue dans mon profil de pères séparés qui ont une détresse modérée? Ce qu'on s'aperçoit, c'est que principalement des caractéristiques sociodémographiques qui les distinguent de ceux des pères où ça va bien. C'est-à-dire que c'est des pères qui sont plus jeunes, qui ont une scolarité plus faible, des revenus plus faibles, qui sont plus souvent sans emploi et dont l'âge de l'enfant est plus jeune. Au niveau des caractéristiques liées à l'union, liées à la séparation, je m'excuse, ce sont généralement plus des unions de fait et une durée plus courte avant la séparation. Alors, un profil donné pour ceux qui ont une détresse modérée. Quand on regarde ceux maintenant qui ont une détresse élevée, on s'aperçoit que c'est des papas qui, au niveau des caractéristiques sociodémographiques, ont des revenus plus faibles. Plus souvent, ils sont sans emploi. Au niveau des caractéristiques de la séparation, plus souvent, c'est des papas qui ont été mariés.
dont les conséquences économiques suite à la séparation sont plus négatives. Les décisions suite à la séparation ne sont pas réglées et qui, plus fréquemment, vont avoir une modalité de garde de moins de 40% du temps. Et ressort des caractéristiques pour ces groupes de pères-là avec une détresse élevée, où la qualité de la relation, donc des dimensions qui sont plus relationnelles. Qualité de la relation avec l'enfant est moins bonne, qualité de la relation coparentale, fréquence de conflits plus élevée, soutien informel moindre de leur réseau, mais quand on va voir leur soutien formel, ils ne vont pas utiliser ces pères-là qui sont plus en détresse, plus de services. Donc, ce que ça nous amenait à voir, c'est à regarder qu'on a différents profils et le lien avec les services qui sont utilisés. Et lorsqu'on va voir pourquoi les pères, quels sont les obstacles qu'ils voient à l'utilisation des services, il y a 3 obstacles qui ressortent: les coûts, les horaires et le manque de confiance envers les professionnels. Ce sont les réponses qui sont émises plus fréquemment par les pères et souvent, dans ceux qui ont utilisé les services, on va nous dire « je n'ai rencontré aucun obstacle ». Donc, quand même, un pourcentage qui est important. Si on retire ces gens-là de l'équation, ça demeure quand même les 3 obstacles les plus fréquents, c'est le coût, l'horaire et le manque de confiance envers les professionnels. Ceux qui n'ont pas utilisé les services, on leur a demandé mais pourquoi? Et pour les services psychosociaux, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il n'y avait pas de difficulté à s'adapter à la séparation. Et près de la moitié des pères nous disent qu'ils étaient capables de gérer eux-mêmes les difficultés. Lorsqu'on regarde ceux qui n'ont pas utilisé les services psychojuridiques, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont pas questionné les impacts juridiques potentiels de la séparation ou, encore là, 50% nous disent qu'ils sont capables de gérer eux-mêmes les conséquences juridiques de la séparation. Alors ça, c'est des éléments aussi qui sont intéressants et qui nous donnent des pistes au niveau de l'intervention. Est-ce que les services qu'ils ont utilisés répondaient à leurs besoins? Alors, lorsqu'on regarde les services offerts dans le réseau public au niveau des services psychosociaux ou les services offerts par un professionnel, ici, on est allé chercher les services qui étaient les plus fréquemment utilisés. Et ce qu'on s'aperçoit, donc, les ondes orangées et vertes nous indiquent plutôt d'accord à tout à fait d'accord. Donc, de façon générale, ils sont satisfaits et le service a répondu à leurs besoins. La représentation par un avocat au privé, encore là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une relative satisfaction par rapport à ce service. Par contre, pour ce qui est de la médiation et de la science d'information à la parentalité, on s'aperçoit, malgré des taux de réponse aux besoins, qu'on a quand même des taux un peu plus élevés de désaccord par rapport à ces éléments-là. En tout dernier lieu, on leur demandait, mais quels étaient les besoins plus spécifiques pour lesquels vous avez utilisé ces services-là? Et ça, c'est intéressant parce que les services psychosociaux, pourquoi ils vont les utiliser? C'est pour aider les enfants à mieux vivre la séparation ou les aider, eux, comme adultes, à mieux vivre cette séparation-là, améliorer les relations parents-enfants et améliorer la communication avec l'ex-conjoint. Donc, vraiment, les pères vont utiliser ces services-là en lien avec l'amélioration des relations avec leur enfant ou avec leur conjoint. La science d'information pour la parentalité rejoint un peu ces mêmes besoins-là, auxquels s'ajoute aussi de l'information en lien avec les aspects de droit. Alors que les services en médiation, ce qu'on voit, c'est qu'ils répondent beaucoup aussi aux questions relatives à trouver des ententes avec mon ex-conjointe au niveau financier, au niveau des modalités de garde et à aller chercher de l'information sur le droit familial ou sur les responsabilités parentales. Donc, on s'aperçoit que les services répondent à différents besoins et que les besoins pour l'utilisation de services, en particulier psychosociaux, c'est en lien avec l'intérêt de l'enfant, lui comme adulte, et la relation avec la conjointe. C'est important de quand même considérer des limites par rapport à ces résultats-là. La première, c'est que c'est un premier temps de mesure. Donc, on n'est pas capable de savoir quelles étaient les caractéristiques qui étaient là avant la séparation, puis qui ont pu amener à la séparation, ou est-ce que la détresse qui est vécue, elle est la conséquence de la séparation? Donc, d'où l'intérêt d'avoir notre temps 2,
Les collectes de données sont quasiment finies, donc devrait pouvoir déjà débuter ces analyses-là sous peu pour nous permettre de voir l'évolution dans le temps, à savoir s'il y a une amélioration, détérioration de l'adaptation psychosociale des pairs et de leur utilisation ou pas des services ou de certains services plus spécifiques. Deuxième limite, c'est que ce sont des mesures qui sont auto-rapportées, c'est-à-dire c'est ce que nous disent les pairs par rapport aux différentes questions qu'on leur pose. Il peut y avoir un effet de désirabilité, hein, c'est-à-dire que je ne réponds pas nécessairement ce qui est, mais plus ce que je devrais ou ce qui devrait être. On a aussi tout le phénomène de socialisation masculine, peut-être plus traditionnelle, qui peut amener les pères à ne pas vouloir reporter autant la détresse ou les difficultés qu'ils vivent. Donc, peut-être que nos résultats, ils sous-estiment les difficultés qui peuvent avoir été mentionnées par les pairs. Et on s'est aperçu aussi en analysant les données que l'échantillon de pairs, même s'il est représentatif au niveau des catégories d'âge, au niveau de la langue, au niveau des régions sociaux, des régions géographiques, on s'est aperçu qu'on a un échantillon de pairs où la garde partagée est beaucoup plus élevée et où on a la garde principale au père. Donc, qui pourrait avoir entraîné un effet qu'on a peut-être moins échantillonné des pères qui vivaient de la détresse. Donc, ça, il faut être prudent aussi lorsqu'on voudrait, par exemple, interpréter nos résultats de cette enquête-là où on s'aperçoit que ça va somme toute relativement bien pour un ensemble important de pairs, mais peut-être qu'on a sous-estimé l'échantillon de pairs en détresse, d'où l'intérêt d'avoir aussi une étude qualitative qui va nous permettre de venir compléter certains de ces résultats-là. L'obstacle à l'utilisation des services, on n'a pas documenté nécessairement de façon spécifique pour chacun des services. On a plus dit dans l'ensemble quels étaient les principaux obstacles. Donc ça pourrait être intéressant de raffiner dans les autres temps de mesure et de voir qu'est-ce qui aurait été des services qui auraient souhaité. Et on n'en est qu'aux analyses préliminaires. Hein. Je vous ai présenté les principales variables qu'on a considérées, mais il y en a une foule d'autres, dont par exemple le motif de la séparation. Qui a initié la séparation? Est-ce que c'est des variables qu'on peut intégrer dans nos analyses? Alors ça, il faudrait regarder ça de façon plus approfondie. Ce qu'on retient, méconnaissance des services, c'est une faible utilisation. Donc, une tendance des pairs à avoir un pourcentage plus élevé, à moins connaître les services, et une tendance pour les mères peut-être à les utiliser un petit peu plus que les pères, malgré le fait que les deux parents méconnaissent les services. Donc, il y a tout un travail à faire sur cette connaissance-là pour avoir une meilleure accessibilité. Comment on explique la non-utilisation de la demande de connaissances? Donc, caractéristiques sociodémographiques, personnelles ou familiales, n'étaient pas tant reliées non plus à l'utilisation des services. On avait quelques obstacles qui nous donnent des pistes pour nous guider sur l'amélioration de ces services-là, puis d'aller peut-être sonder un peu plus ça dans une perspective de prévention dans nos pairs qui n'utilisent pas les services, de se dire qu'ils sont capables de gérer ces situations-là et peut-être dans une perspective préventive de mieux voir comment faire de la promotion à ce niveau-là. Les besoins sous-jacents à l'utilisation des services, élément important, c'est que les pères sont soucieux de leurs enfants et de la relation avec la mère des enfants. Donc, ils vont aller consulter, ils vont aller chercher les services pour ces motifs-là et regarder peut-être un peu plus en regard avec la médiation, de mieux comprendre les désaccords par rapport à ce service-là qui est offert, qui est pourtant super utilisé par les parents. Les profils de pairs également, c'est qui est un peu conforme à ce qu'on observait dans les écrits, dans la recension des écrits, c'est-à-dire qu'on a, dans le fond, une proportion importante de pairs où ça va, somme toute, relativement bien. On a une proportion où on a observé une détresse modérée et une proportion de l'ordre de 11% qui est plus d'une détresse plus élevée. Donc, de voir comment, auprès de cet échantillon-là, qui est peut-être sous-évalué, mais comment faire des interventions préventives, précoces au niveau de la famille pour éviter que la situation dégénère. Ça ferait le tour de ma présentation.